1892, le glacier de Tétrousse. Retour sur la catastrophe de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Une conférence de Romain Colliez à la Maison Forte de Haute-Tour à Saint-Gervais. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses, c'est impressionnant. Tout d'abord, je voulais remercier l'équipe de la mairie de Saint-Gervais pour l'orga de la conférence, mais surtout en fait pour l'aide et les conseils précieux pendant la recherche, parce que le métier d'historien, c'est souvent des résultats à la fin du processus, mais sans les archivistes, sans les mémorialistes, sans beaucoup de gens, en fait, ça ne serait pas grand-chose. Donc, il y a un paquet d'images, de sources, d'idées qui viennent de M. Thuillier et Mme Legrand du service de la mairie, et puis Gabriel Grandjacques qui a parlé au début. Donc, merci à ces trois personnes particulièrement. L'idée de la soirée, c'est de raconter un peu la catastrophe de Saint-Gervais qu'à peu près tout le monde connaît, de nom au moins. Tout le monde connaît 1892, les termes, le glacier de Tétrousse qui explose, cette boue qui ravage tout et qui tue 130, 175, 200 personnes, personne ne sait vraiment. Mon idée, c'était d'essayer d'utiliser de nouvelles sources, de travailler aussi en sociologue, puisque c'est ma formation d'origine, tout autant qu'en historien, pour travailler des sujets qui sont un peu différents et pouvoir avoir d'autres discours qui résonnent avec l'actualité. Aujourd'hui, ça sera vraiment que sur l'année 92 et les 15 qui suivent pour tirer un petit peu, mais je pourrais prendre toutes les questions que vous voudrez à la fin de la présentation, et si jamais pendant vous avez des questions plus de l'ordre des mots, des petites clarifications, n'hésitez pas aussi à intervenir. Alors, je voulais commencer en présentant des images qui viennent des archives départementales de Haute-Savoie. L'image que vous avez vue juste avant, donc c'est le glacier de Tétrousse quelques jours après la catastrophe. On a toute une série photographique. En fait, les forestiers de l'époque ont fait joujou avec des appareils photographiques. Ça faisait à peu près une dizaine d'années à peu près que les appareils photo étaient utilisés par les fonctionnaires de l'État français, les forestiers en partie. Et donc, ils sont montés à 3200 mètres notamment, en appareil photo gros comme ça, avec des pauses de 20 secondes. Et ils ont un peu mis en image quelque chose qui, et je l'expliquerai un peu plus longuement après, ne fait pas sens tellement l'ampleur de la catastrophe est immense. Pour rappel, la catastrophe de Saint-Gervais, donc en juillet 1892, est considérée comme la plus grosse catastrophe glaciaire de l'histoire d'Europe. On a parlé de Blatten cette année, de la Bérarde en France il y a quelques années. Blatten, c'est une personne décédée. Saint-Gervais, voilà, c'est un fois 150, on va dire, sans compter énormément d'aspects de la vie locale, d'une pauvreté accrue que je vais mentionner. Alors, ici, on a le front du glacier pour les personnes qui sont déjà montées à Tétrousse. Ça ressemble plus du tout à ça actuellement. Ici, le plan de l'Art, donc, qui est sur la route du Nid d'Aigle, avec à peu près Bellevue et le col de Vos ici, et donc Bionnassay en dessous. Ça, c'est le grand replat. On voit à peu près 80 mètres en fait, de largeur du passage de la boue. Le village de Bionnet, vu depuis l'autre côté du Bon-Norme, avec la chapelle et l'école et les gorges vers Bionnassay ici. On voit encore à peu près l'ampleur en fait, de la vague. Bionnet, c'est 80 habitants à l'époque, à peu près. C'est un peu dur de dire précisément, mais peut-être la moitié du village qui a péri. Quasiment rien en fait en maison qui reste. La chapelle, aujourd'hui, il y a toujours une petite plaque. L'école aussi, c'est les deux bâtiments qui sont restés. Ici, donc, on a l'école de Bionnet. J'aime bien cette image, du coup, j'ai grossi un peu en contrasté. On a, quelques jours après la catastrophe, cette pose un peu typique du 19e siècle face à l'appareil. Ici, les termes avant et là après. En gros, il reste une aile et demie. Je vais vous en parler juste après. J'ai des schémas pour expliquer un peu plus. Mais cette aile-là, en fait, on la retrouve aujourd'hui quand on est dans le parcours de spa des termes actuels. Il y a un bâtiment qui reste sur la gauche. C'est pas vraiment celui-là, mais on va dire que c'est à peu près cet emplacement-là, en fait. Tout le reste, c'est les termes au même endroit qu'aujourd'hui. Tout le reste n'existe plus. Et ils étaient plus conséquents que ceux d'aujourd'hui. Là, le parc thermal vu du parking actuel. Et là, toute la plaine du Fayet, d'Aumancy, ça va jusqu'à Chède. Il n'y avait pas encore, évidemment pas d'autoroute, mais pas le train non plus. Le train arrive 6 ans plus tard. Et donc, du coup, la boue
part à peu près dans tous les sens, sans limitation. Le Fayet, à l'époque, c'est 12 habitations. Peut-être 20 personnes qui habitent au Fayet en 1892. Aujourd'hui, c'est plus... Je n'ai pas la stat, mais c'est 1000, 2000, je ne sais pas. 1800. Et donc, du coup, je voulais commencer par ces photos, parce qu'elles disent quelque chose de fort, à la fois que les ingénieurs ont voulu mettre vraiment en image leur ressenti, et à la fois parce que ça permet de se projeter ensuite sur tout ce que je vais dire de manière un peu plus abstraite parfois, pour dire, voilà, aujourd'hui, ça, c'est le petit pont à gauche de l'entrée du parc thermal, et devant, c'est plus vraiment la même chose. Ça permet aussi de se projeter sur, aujourd'hui, avec le niveau d'urbanisation qu'on a, un même aléa, c'est-à-dire un même niveau de boue, des conséquences qu'on peut projeter, on va dire. Et c'est encore peut-être dur de le mettre en mots. Alors, j'ai mis pas mal de texte sur certaines diapos, c'est autant pour moi que pour vous. J'ai beaucoup de documents photos, vous inquiétez pas. Pourquoi une nouvelle histoire ? Parce que d'abord, l'histoire, la principe de la catastrophe de Saint-Gervais, elle avait jusqu'à présent été écrite par des mémorialistes et des historiens locaux. Il y a les 2 numéros d'Ancouter de 92 et 1993 qui sont excellents. Pour les personnes qui ont réussi à le garder, c'est une source superbe. Mais sinon, en fait, beaucoup de gens qui aujourd'hui parlent de la catastrophe sont des glaciologues, des ingénieurs. Quand on voit dans le journal la mention de la catastrophe, en fait, on a toujours 3 lignes qui disent le 12 juillet, le glacier Tête-Rouspette, 1 million de mètres cubes de matériaux, 175 morts, Vionnet, les termes fin. Et moi, ça m'a, en tant que sociologue, historien, ça m'a un peu titillé de comment ça se fait qu'on n'en connaît pas beaucoup plus finalement. Parce qu'on sait toujours, voilà, il s'est passé ça, mais rien d'autre. Dans la vallée, il y a eu énormément de veillées, une mémoire hyper forte en fait. Le cerf du parc thermal, c'est ça. C'est une référence assez subtile, mais c'est une référence à l'événement. C'est partout et c'est aussi de nulle part. Et du coup, moi, j'ai voulu savoir un peu pourquoi. Pourquoi d'ailleurs, d'abord, on ne parle pas trop de la catastrophe, en mettant un peu de sociologie et de politique au sens de rapport, on va dire, dans la société, pas au sens partisan. Et ensuite, comment la catastrophe, en fait, une catastrophe, ça n'existe pas par soi-même. C'est un discours, c'est de la médiatisation, c'est les chiffres, c'est les images. Et ça, c'est ça qui crée l'événement en soi, quoi. Alors, une motivation, j'ai mis dénaturaliser, c'est un mot un peu barbare, mais l'idée, c'est qu'une catastrophe, on parle toujours de catastrophe naturelle. Catastrophe, en fait, c'est jamais naturel. Ça, c'est... Voilà, autant on pourra discuter de plein de choses, autant en tant que sociologue, une catastrophe n'est jamais naturelle. Évidemment, c'est un glacier qui tombe, mais d'une certaine manière, si on est en dessous d'une montagne qui nous tombe sur la tête, si on n'était pas en dessous, il n'y aurait pas de dégâts. Et à l'échelle individuelle, si on est en dessous d'un pommier, on se dit la pomme peut tomber, on ne va pas couper le pommier, on va nous se reculer d'un pas. Donc ça permet de questionner aussi comment on se réfère à notre environnement et pourquoi en fait on considère que la vidange, voilà, c'est la solution en tant que société. Il y a plein de choses, mais le fait est qu'il y a un glacier certes, mais il y a toute une organisation dans la vallée, une histoire qu'il faut travailler. Et ensuite compléter ce que j'ai dit, en fait, cette lecture qui est faite par les glaciologues parce qu'elle est nécessaire, mais elle est largement insuffisante. Alors, pour commencer, moi je suis tombé sur un dossier extrêmement intéressant à Annecy, aux archives départementales. C'est qu'en fait, il y a autant de gens au bain au terme de Saint-Gervais dans les années 1870, 80, 90, c'est qu'en fait, la compagnie des bains de Saint-Gervais adopte des pratiques commerciales absolument agressives, illégales, déloyales. Et en fait, il y a énormément de conflits et de litiges juridiques entre plein de parties à Saint-Gervais qui remontent jusqu'au ministère de l'Agriculture qui était en charge à l'époque de plein de choses, dont les termes, etc. Ça remonte parce que les bains, voilà, donnent, pour faire très simple, en fait, ils ont un prix qui est de 9 € la demi-pension et de 9 francs la demi-pension et 10 francs la pension complète, ce qui fait 1 franc d'écart en fait, pour la pension complète, ce qui est bien trop bas par rapport à ce que ça devrait coûter. Et en fait, le projet, comme les bains à l'époque gagnent tout leur profit sur les nuitées et pas sur les cures, le projet, c'est de forcer les gens à rester avec ce genre de tarifs. Résultat, tous les hôteliers de Saint-Gervais ne sont pas contents. Donc, il y a des pétitions, la ministre, etc. Mais déjà, pour considérer que s'il y a des gens dans le vallon à ce moment-là, c'est pour des raisons. Et il y a des raisons, c'est la recherche de profit, l'organisation d'une activité qui peut exister, qui doit exister, mais qui est motivée par beaucoup de choses. Dans les années 1880, la compagnie, les bains de Saint-Gervais sont rachetés par une compagnie cotée en bourse, la compagnie des bains de la Méditerranée, un nom un peu alambiqué, mais voilà, qui est cotée en bourse, donc qui n'est pas du tout propriété en fait, de notables ou de personnes locales. Et ça joue aussi dans la manière dont on considère un business et dont on le développe. Et dans cet établissement-là, il y a une répartition qui dépend de plein de choses. Alors là, ça vient d'Ancouter, ce schéma. Ça, c'est les termes, on va dire juste avant la catastrophe, pour faire grossier. Le torrent
qui vient là, donc il y a le pont du Diable ici, le torrent en bleu, et ça, au même endroit qu'actuellement, les ailes où il y a un point jaune, c'est les ailes les plus anciennes, avec les matériaux extrêmement légers, et on loge évidemment le personnel, les domestiques de maison. Les ailes vertes, elles sont beaucoup plus récentes, en matériaux beaucoup plus durables. D'ailleurs, sur les photos que je vous ai montrées d'avant-après, la seule aile qui reste, c'est celle-là, parce qu'elle est la plus éloignée du torrent, qu'elle est la plus neuve, etc. Et évidemment, ici, c'est les touristes qu'on loge. Tout ça pour dire que quand ça arrive et que tout ça explose, en fait, c'est comme il y a beaucoup de sociologues qui ont repris le Titanic et qui ont dit le Titanic, c'est un drame pour tout le monde, mais c'est encore plus un drame pour les pauvres. Et le but, c'est pas de dire ils sont morts parce qu'ils sont pauvres, entre autres, mais les gens qui sont là, ils le sont pour des raisons, parce que la nuitée, elle est à quelques francs, ici, elle est à 15, qu'il y a plein de choses qui changent. Mais tout ça pour vous dire que à la fin et sur les tableaux, parce que grâce à la mairie de Saint-Gervais, j'ai pu traiter exactement de qui est mort, parce qu'en fait, on dit tout le temps 175 victimes, ou 125, etc. Depuis 2022, on a des panneaux avec les noms à l'école de Bionnet et au terme, avec les noms de toutes les personnes connues. Il y a la mairie de Saint-Gervais a fait un énorme travail de compilage de tous les états civils, etc., des personnes qui sont décédées pour avoir une idée. Et c'est grâce à eux et grâce à cette base de données qui ressemble à ça. Gros, c'est un tableau Excel super long, avec les noms, les prénoms, où ils sont décédés, quel âge, entre guillemets, ce qu'ils faisaient, où ils habitaient, machin, etc. C'est une base de données exceptionnelle. Et encore une fois, du coup, c'est grâce à ces genres de personnes et ce genre de travaux préalables que moi, ensuite, je peux me dire, allez hop, je fais ça. Et du coup, là, c'est hyper savant, mais sans la base de données avant, je fais rien. Et du coup, pour vous dire juste, je vais remonter le tableau après, parce que là, mais juste pour vous dire qu'en gros, on a un nombre de victimes qui est aujourd'hui considéré à 129 connus. Je vais vous expliquer que, en gros, selon moi, j'ai travaillé à peu près 6 mois sur cet événement, traitant des dizaines et des centaines de cartons d'archives, etc. Pour moi, il y a eu environ 200 morts, et peut-être que c'est 175, peut-être que c'est 250, parce qu'en fait, il y a un paquet de gens, on ne savait pas qu'ils étaient là, et du coup, personne ne les a cherchés. Et vu qu'il y a eu 1,50 m ou 2 mètres debout, les corps, ils sont restés super longtemps enfouis en bas, et à Genève, ils ont retrouvé des corps dans l'arbre. En 93, en 94, ils ont retrouvé des corps à droite, à gauche, parce que la terre ça a remonté, etc. Donc en fait, on ne sait pas. Ce qui est un point qui a une indication quand même, c'est qu'il y a certains groupes, et là je vais remettre juste ici, notamment le groupe des jeunes domestiques, qui nous alertent sur le fait que tous les morts n'ont pas été comptés. Donc dans la liste des 129 qui a été faite par la mairie, sur la base des états civils, les jeunes domestiques de maison, il n'y en a que 3 dans la liste qui a été faite par la mairie via les états civils, 3 qui étaient attachés à des curistes. Les curistes, je ne dis pas touristes parce que c'était une forme d'anachronisme, mais curistes, c'est l'équivalent, c'est les personnes qui étaient là en cure en villégiature. Et on va dire qu'à l'époque, ce niveau d'aristocratie ou de bourgeoisie-là s'est déplacé rarement sans très souvent une jeune femme domestique de maison. Il n'y en a que 3 qui sont décédés officiellement dans la liste. Vu toutes les sources que j'ai recoupées, il y en avait au moins 35 dans les termes au moment même de l'impact, et elles étaient logées là où il y a le petit point jaune, où tous les autres sont morts. Donc globalement, je ne vois pas comment les 32 autres ne seraient pas décédés. Donc en fait, on peut considérer que certains groupes comme ça n'ont pas du tout été retrouvés, et donc le nombre de victimes est beaucoup plus grand. Pourquoi les jeunes femmes domestiques de maison n'ont pas été retrouvées? Parce que les habitants locaux qui sont décédés avec toutes les familles qui savaient que tel était à Bionnet à ce moment-là, il n'est plus là, on va chercher le corps, on le retrouve, on le reconnaît. Et les riches, curistes, avaient des familles, des réseaux de sociabilité assez forts pour aller demander, je vais vous le montrer juste après, des nouvelles, etc. Les seuls qui n'étaient pas d'ici et pauvres, sans réseau, c'est ce groupe de population-là que personne n'a jamais retrouvé. Par contre, moi, j'ai retrouvé des lettres qui disent « J'ai perdu ma domestique de maison dans la catastrophe de Saint-Gervais, on n'a toujours pas retrouvé son corps. Est-ce que vous savez où elle est ?» En 93, en 94. Ça montre bien qu'en fait, il y a un paquet de femmes comme ça qui sont décédées, qui ont fait face à une inégalité un peu dans la mort, mais aussi après la mort, en fait, dans la mémoire collective, puisqu'aujourd'hui, il n'y a même pas leur nom sur les panneaux. Et même moi qui dis « Elles ont existé », je ne sais pas combien, ni leur identité, ni leur nom. Donc finalement, voilà. C'est juste pour dire, au fond, la mémoire, le travail de la mémoire, en fait, les positions sociales, les gens, ce qu'ils sont à un moment donné, ça joue aussi sur le fait qu'on sait qu'ils sont morts ou pas. Et ça, c'est hyper important, en fait, pour dire,
Il y a plein d'autres personnes, il faut se reconnaître. Je passais un petit peu de temps là-dessus, mais juste pour aller parce que c'est un point qui me tient vraiment à cœur. Et en fait, aujourd'hui, les catastrophes naturelles ou pas, il y a toujours ça. Il faut toujours le garder en tête. Je reviens à mon tableau que j'ai fait grâce à la base de données. C'est la répartition des victimes. Je voulais un peu objectiver mon hypothèse, qui était que globalement, enfin, c'est pas très futé, mais que les riches avaient des hauts niveaux sociaux et pas forcément les habitants localement. Donc en fait, en recodant tout ce que je vous ai montré avant, on voit que les locaux étaient agriculteurs, avec des emplois qualifiés au terme, domestiques, en fait, domestiques, mais là en tant qu'emploi, petit employé, petite main, des termes de Saint-Gervais, et c'était des enfants, beaucoup d'enfants. Quant aux curistes et leur entourage, globalement, ils étaient dans la grande industrie, l'ingénierie, le commerce ou rentier. Il y avait un pianiste de Genève hyper connu, mais bon, je l'ai mis dans les rentiers parce que je n'allais pas faire une colonne que pour ça, enfin que pour lui. Mais bon, enfin, c'est l'idée en fait, c'est l'idée en termes de position sociale. Un autre petit tableau qui permet d'avoir une idée quand même, c'est encore cette binarité locaux-curistes qui n'est pas parfaite, mais qui marche quand même assez bien, parce que les gens, soit ils étaient là à l'année, soit ils étaient là sur on va dire un séjour qui était peut-être de 2, 3, 4 semaines au maximum, mais vraiment pas pour les mêmes raisons. L'âge médian des victimes, pour les locaux, c'est 26 ans. C'est 9 de plus pour les personnes qui venaient de l'étranger, enfin qui étaient étrangers au territoire. C'est-à-dire qu'il y a une demi-génération en fait, d'écart sur les personnes qui décèdent, et ça va avoir un impact énorme localement, parce que dans les familles qui sont décimées par la coulée, donc qui ont au moins 3 membres décédés, il y en a 8 qui viennent d'ici, de la vallée, et dont 3 de Bionnet qui ont perdu 5, une qui a perdu 5 membres, une autre 6 membres et une autre 7 membres de la famille dans le même moment. Et en fait, on a retrouvé dans Ancouter numéro de l'année 1992, il y a un tableau, le tableau des décès des élèves de l'école de Bionnet, le nom mort, le nom mort, le nom mort. La moitié de l'école de Bionnet est décédée ce jour-là. Donc voilà, l'école de Bionnet, c'était peut-être 15 élèves à ce moment-là, mais bon, la moitié, c'était quand même beaucoup. Il y a un cas qui est extrêmement intéressant. Je parlais avec quelqu'un dont la famille vient de Bionasser récemment, donc moi j'habite au Contamine, qui habite au Comtat aussi en ce moment, qui me disait qu'il y avait une légende qu'il avait entendue par son arrière-grand-mère, qu'une jeune fille aurait été sauvée alors que toute sa famille serait morte parce que son institutrice n'aimait pas dormir seule et lui avait demandé de dormir dans son lit avec elle ce soir-là. Et moi, en fait, cette famille-là, ils étaient 8 immigrés piémontais qui sont arrivés en 82-83, donc 10 ans avant la catastrophe. Ils venaient de 150 km à vol d'oiseau. Les Abba Maketi, c'est en fait une famille en deux. Ils sont 8, tous décèdent, sauf Émilie Maketi, qui a 7 ans. Et donc, en fait, c'est là qui est intéressant. La tradition orale locale recoupe la recherche archivistique et on a confirmation de la légende orale par les sources d'archives. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, du coup, cette jeune fille a été renvoyée chez ses grands-parents en Italie et on peut faire des portraits extrêmement saisissants, très chouettes, de dire, il y a 129 victimes, mais les victimes, elles avaient, comme vous, comme moi, une vie extrêmement dense. Et parfois, c'est bien de remettre un petit peu de densité dans ces vies. C'est pas juste des noms, c'est pas juste des morts. Des gens qui ont des parcours et qui, elles, sans la peur de solitude de son institutrice, se seraient retrouvées 3 mètres sous le limon, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Un autre point, c'est sur les paysans de la vallée, puisque moi, dans pas mal de livres, j'ai trouvé la phrase « habitants, curistes, voilà, tous vivent le même cauchemar ». Et ça m'a pas mal interpellé parce que je me suis dit, avec cette idée un peu des recherches sur le Titanic et tout, évidemment, tout le monde vit un cauchemar, mais est-ce que tout le monde vit le même cauchemar? Parce que quand on regarde les récits de la catastrophe, l'avocat bourgeois de Genève, le lendemain, il est traumatisé, mais il est chez lui, dans un 12 pièces, etc., machin et tout. Le paysan de Bionnet, celui qui a survécu, il est traumatisé à vie, mais surtout, il n'a plus rien du tout. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment travaillé, c'est de dire, la catastrophe, c'est un événement, dans le sens où un événement, c'est un choc. Selon le proverbe, il y a un avant et un après. Une fois qu'il y a un avant et un après, ça veut dire qu'il y a une rupture. Cette rupture, c'est un événement qui est d'une assez grande ampleur pour choquer les gens, c'est-à-dire que c'est une ampleur au-delà c'est de l'ordre de l'exceptionnel, c'est de l'ordre de ce qu'on n'arrive pas à considérer comme rapport au monde quotidien. C'est un événement qui est trop grand pour être saisi, trop grand pour être compris, on ne met pas de mots, on a un choc. Et dans ce choc-là, pour le comprendre, il faut voir avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant la rupture? Comment les gens à Saint-Gervais vivaient? Et du coup, moi, j'ai retracé aux archives départementales comment les gens de Saint-Gervais vivaient
dans les années qui précédaient, en fait, je suis allé fouiller dans les statistiques agricoles. Alors, c'est des tableaux un peu barbares, mais je vais vous mettre par exemple celui-là. À chaque fois, je les ai retravaillés pour qu'ils soient compréhensibles. La population de Saint-Gervais, 1879 habitants à l'époque. 80% vivent de l'agriculture. Et quand je dis agriculture, c'est maximum 3 hectares. En gros, pas tous, mais la grande majorité ont des parcelles de 1 à 3 hectares qui sont cotées 4 à 5 sur une échelle de 5. Donc ça veut dire pas des très bonnes terres. Globalement, voilà, ça c'est les personnes qui travaillent officiellement. À chaque fois, la deuxième ligne, c'est les familles. En fait, c'est les femmes et les enfants. Officiellement, elles ne travaillaient pas. Officieusement, les enfants à 12 ans, les hommes dans les champs. 14, les femmes, ça dépend. Et à chaque fois qu'il y a ménagère sur l'état civil, ça veut tout et rien dire, mais finalement, c'est les travaux domestiques d'une telle intensité que c'est des personnes qui travaillent dans une famille, qui vivent de l'agriculture vivrière. Ça veut dire beaucoup parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a 3% d'agriculteurs à Saint-Gervais, selon l'INSEE 2023-2024. À l'époque, 80. Et ensuite, avec la majorité du patrimoine pour les gens, c'est évidemment les 4 murs de la maison, mais quelques têtes de bétail. Et il y avait aussi une conception qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, de la famille et des proches comme force de travail. Finalement, les enfants, c'est les bras. Il faut nourrir, mais il faut qu'il y ait une sorte de retour sur investissement. Et ça va être c'est intéressant quand on considère qu'il y a des familles qui ont perdu 2, 3, 4, 5 enfants. Quelle force de travail il reste et quelle force de travail non humaine il reste. Alors ici, moi, c'est un tableau qui me fait marrer parce que c'est un fonctionnaire d'Annecy qui a mis ses petites bottes, ses souliers peut-être un peu trop cirés, qui est venu à Saint-Ger en 1891 et qui a fait le tour du village pour compter les porcs, les agneaux, les veaux, les chevaux. Et ensuite, il s'est dit, je vais faire à peu près une approximation de leur valeur en francs à l'époque. Et du coup, on a 1401 vaches laitières, au chiffre près. Et ça, c'est intéressant parce que quand on voit la valeur surtout des animaux, donc là, sur 1800 habitants, on a à peu près une vache laitière par habitant globalement. Par contre, plutôt un cheval, une mule par famille, voilà, très largement. Quand on voit la valeur, ça va être intéressant ensuite quand je vais vous dire combien ces personnes ont été indemnisées. En gros, la coulée, et ça c'est ma conclusion, enfin c'est mon résultat, c'est qu'en fait c'est au-delà pour les locaux, et c'est pour ça que tout le monde pour moi n'a pas vécu la même chose, puisque pour les paysans locaux, encore une fois, j'avais mis 2 lignes en fait sur les premiers tableaux, il y a la ligne locaux. Pour les paysans locaux, c'est un appauvrissement durable, pluriannuel, mais pour plein de raisons, les pertes des récoltes, voilà, de la terre immédiatement, du bétail, des travailleurs. Et en fait, il y a très très peu de secours. J'ai demandé confirmation à M. Grandjacques. Officiellement, il y a 80 000 francs qui sont venus de toute la France parce que le Premier ministre, tel notable, tel chevalier de la Légion d'honneur, etc., a fait un don qu'il a bien mis en avant dans les journaux. À Bonneville, on a mis 80 000 francs de côté et on n'a aucune preuve que ça a été distribué. Moi, personnellement, j'ai trouvé aucun témoignage, aucun papier. Alors pourtant, j'ai fait à peu près, je crois, toutes les sources qui existent. Alors évidemment, il y a plein de choses qui sont déroulées qui n'ont pas été sourcées. Mais parmi toutes les sources qui existent, on n'a pas eu la preuve, et je parle encore sous votre contrôle, que ces 80 000 francs sont arrivés au Saint-Gervois d'une manière ou d'une autre. La seule preuve qu'on a, c'est que le journal de Genève, puisqu'il faut se rappeler quand même que c'est 32 ans après l'annexion, on peut mettre le mot qu'on veut, de la Savoie à la France. À l'époque, franchement, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, les habitants d'ici sont plus proches en fait des Suisses, des Italiens, que des Parisiens de je ne sais pas où. Mais à l'époque, c'était encore plus le cas. Il y avait une génération en fait. Il y avait vraiment une génération. Et du coup, les principaux secours qu'on retrouve, c'est le journal de Genève qui fait une souscription publique et qui envoie un notable qui ramène entre 20 et 25 000 francs qui sont distribués. On estime à 1 million de francs les pertes de l'établissement thermal et à 300 000 les pertes et les dommages causés à tous les particuliers. Donc, voilà, c'est un rapport d'un 12e de ce qui a été perdu, qui est donné par les Suisses, et c'est donné à 140 bénéficiaires, entre 40 et 750 francs, mais je vous ai montré qu'un taureau, ça pouvait être 500 francs. Et donc, je vous remets le tableau, avec en plus, je me suis amusé à retrouver le prix au kilo de chaque denrée de base de l'alimentation en 1892 à Saint-Gervais-les-Bains, qui s'appelait déjà Les Bains depuis 30 ans. Et donc, la viande notamment, quand on met à peu près, même si on a donné 500 francs à une famille, on a donné 500 francs à 15 familles. Même si on a donné, ça se fait à racheter une mule, pas les récoltes qui ont été perdues, pas retaper la maison,
et manger. Bon, voilà, c'est des petites sommes, mais quand on est 8, pour travailler la terre, encore, il faut manger des haies. La pomme de terre, évidemment, de loin le moins cher. Je vous mets deux petits témoignages. Donc, Adrien Lecointe, qui est l'envoyé du Journal de Genève, son terrain est recouvert d'un mètre de vase, il est encombré de blocs de rochers. De l'aisance, il tombe dans une position gênée. Il faudra vendre le bétail car pendant 2 ou 3 années, il n'aura plus rien pour le nourrir. 2 jours plus tôt, le Patriote savoisien, donc un journal local, ceux qui ont survécu sont dans le plus absolu dénuement. Des centaines d'hectares de terrain à la veille des moissons sont couverts de plusieurs mètres de boue et de rochers. Il manque un S à rocher, je suis désolé, mais en gros, voilà, on comprend que c'est pas quelques personnes, en fait, c'est qu'il y a une précarisation, et ça c'est ce que je voulais, voilà, c'est plus le moi sociologue qui parle. Il faut comprendre qu'il y a un appauvrissement collectif et durable. Et ça, on n'en parle jamais, jamais, jamais dans la manière dont on perçoit la catastrophe. La catastrophe, c'est aussi un après, c'est un pendant. Il y a plein de légendes sur le pianiste genevois qui jouait jusqu'à pas d'heure et tout le monde s'est couché méga tard et hop, la nature qui casse toute cette bonne ambiance. Mais il y a pendant, évidemment, il y a plein de légendes, mais après, voilà, il y a une condition qui dure longtemps et qu'il faut saisir. Il y a une petite hypothèse que je laisse là et que je ne peux absolument pas prouver. Et du coup, je la laisse là, ça ne vaut rien, mais c'est une hypothèse de travail. C'est que l'usine à Shed s'installe en 1892 à la fin de l'année. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, la catastrophe, et ça c'est la sociologie a beaucoup apporté là-dessus, à quel point les impacts de la catastrophe permettent aux grandes entreprises ou aux grands groupes industriels soit de s'implanter sur des terrains qui ont été tellement détruits qu'ils ne valent plus rien, de récupérer une main-d'œuvre qui peut de toute façon plus travailler dans des champs puisque les champs sont ruinés, donc une main-d'œuvre qui est forcée à travailler dans ce genre d'industrie. Voilà. À partir de 1892, c'est quand même une bascule sur certains trucs dans la vallée. Et moi, mon hypothèse de travail, c'est que je ne dis pas que tout est dû à la catastrophe, mais il y a beaucoup de choses. Ça a joué comme une forme d'accélérateur sur plein de choses, sur la mise en tourisme, parce qu'au ministère, on s'est dit, ouais, il y a quand même une vallée qui a été ravagée, mais c'est une vallée où il y a du potentiel. Et du coup, 6 ans plus tard, le train qui arrive, alors que c'était un peu dans les bacs, mais ce n'était pas quelque chose qui était certain. 6 ans plus tard, hop, le train qui arrive. Et puis ensuite, et je vais vous en parler juste après, une reconstruction. Mais alors, je vais vous en parler juste un petit peu après. J'aime bien ce titre, La catastrophe créatrice d'opportunités, parce que c'est cynique et c'est contre-intuitif. Dire en fait, la catastrophe, à la base, c'est un drame, mais il y a plein de gens qui en profitent, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas jugé en mode, il ne faut pas profiter. Juste qu'il y a plein de gens. C'est une opportunité aussi, la catastrophe, comme j'ai dit, peut-être pour l'usine de Shed, mais pour plein de gens. Et en tant qu'historien, il y a des archives qui ont des titres. Et souvent, c'est extrêmement trompeur parce que les archivistes, pour faire facile, ils mettent, par exemple, j'ai retrouvé un carton qui s'intitule « Catastrophe de Saint-Gervais aux archives départementales de Haute-Savoie Annecy ». C'est comme ça s'appelle, donc forcément, on y court. Et en fait, si on prend que ça pour lire la catastrophe, on ne dit pas grand-chose puisque c'est le document du juge de paix de Bonneville. Ça montre quand même quelque chose qui est hyper intéressant. C'est que la préoccupation des autorités locales, en tout cas de ce qu'on a gardé comme document, c'est quoi ? C'est de retrouver de manière privilégiée les corps et les effets personnels des touristes les plus aisés. Et ça, on le voit comment ? Par plein de trucs. Alors, je vous ai mis quelques exemples parce que c'est quand même royal. Une lettre d'un bijoutier de Tours pour dire que la famille Bienvenue, qui venait de Lyon, qui était à Saint-Gervais, qui est décédée, 4 personnes décédées, pour dire que cette personne était venue avec une bague dont le schéma a été reproduit, avec un rubis en son centre, avec marqué la bague plus importante que le tout. Ça, c'est ce que le juge de paix, qui est aussi en charge, enfin c'est la personne, c'est l'autorité, on va dire, judiciaire, administrative, qui est largement en charge de plein de choses, notamment la recherche des corps. Cette personne, elle est abondamment gênée par ce genre, bon peut-être pas gênée, mais par ce genre de courrier, avec qui disent plein de trucs, une broche, une montre, une broche Louis XV, voilà, c'est pas que cette bague en rubis, etc., mais il y a beaucoup d'autres choses. Une autre lettre que j'aime bien, celle de Georges Arincourt, fils d'Armand Arincourt, grand notable patron de l'industrie textile de Roubaix, à l'époque le nord de la France c'est le textile, et son fils qui dit, bon, mon père était très ami avec le ministre, monsieur le ministre de l'Agriculture, donc monsieur le ministre m'a dit de vous écrire parce que comme ça vous pourrez trouver plein de trucs qui appartenaient à mon père parce que ça me touche. À ce moment-là, aujourd'hui on a 129 noms sur peut-être 200, à ce moment-là il y avait 50, 60 noms, on n'était pas sûr de qui, on a retrouvé une tête, un bras à droite, à gauche, et au même moment on reçoit ce genre de courrier.
Et là, ce genre de courrier, bon, voilà, c'est très long. C'était pour l'idée, en fait. Et on a plein de trucs. Un chevalet de peinture, une montre, un portrait de lui-même. Voilà, plein de trucs comme ça. Tout ça pour dire que, en fait, ça, c'est ce que reçoivent les autorités aussi très vite. En contrepartie, à l'autre côté de la société, des personnes se disent, peut-être qu'en aidant les riches à retrouver leurs effets personnels, je peux gagner un petit peu. Et du coup, on retrouve à l'opposé dans la même boîte des lettres dingues. Par exemple, ici, une habitante du Fayet, dans mon souvenir, c'est le 17, mais bon, je suis pas sûr, qui dit « Comme je suis pauvre et que l'on m'a dit que ces objets vous avaient été demandés par une famille, donc elle a retrouvé des objets dans la boue, dont le nom m'est inconnu, je viens vous prier, monsieur le procureur, de vouloir bien me faire connaître le nom de cette famille afin que je la prie de vouloir bien me donner quelque chose. » Au-delà des formalités un peu, voilà. Et écrire comme ça, c'est quand même pas donné à tout le monde à l'époque. Cette personne voilà, qui se dit « Voilà, je suis pauvre, j'ai trouvé des affaires, mais on m'a rien donné. Est-ce que je pourrais avoir une récompense d'une certaine manière ?» Ça montre, à l'autre côté, qu'il y a des situations qui sont ubuesques, qui sont à la fois, on ne les imagine pas dans la recherche, mais quand on les trouve, c'est une forme d'ironie tragique, mais en même temps, c'est des choses qui donnent cœur à l'événement. Et c'est pas juste 5 lignes, il y a eu de la boue, il y a eu des morts. C'est, voilà, après coup, il y a des gens qui sont allés chercher, qui ont ramené. Moi, j'ai trouvé plein d'exemples de trois personnes à Cluse qui ont trouvé juste de l'argenterie, genre 6 fourchettes et 6 couteaux, qui valaient 1 franc chacun, mais pour eux, 12 francs, c'était énorme. Ils les ont rendus aux gendarmes, et l'année après, en 93, personne ne les avait réclamés. Du coup, ils sont venus pour dire, est-ce qu'on peut retrouver l'argenterie qu'on avait, nous, trouvée 1 an avant, parce que 12 francs, c'est quand même beaucoup pour nous. Le juge de paix qui dit, bah non. Et donc, du coup, ces gens-là qui, voilà, sont dans la recherche permanente, encore une fois, 12 francs, c'est pas les broches Louis XV du bijoutier de Tours. Donc voilà, il y a un spectre social qui est extrêmement grand, et ça, il faut peut-être le comprendre. À l'époque, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres dans la vallée, c'est 15 000. Non, mais là, c'est énorme. Enfin, c'est beaucoup plus que l'écart aujourd'hui. Il y a eu une forme quand même de nivellement d'écart de richesse. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et on a le patron de la Banque du Danemark qui vient ici et qui croise à 10 mètres un paysan qui a 1 hectare et qui travaille son lopin peut-être avec une mule et qui fait une agriculture voilà, il y a majoritairement céréalière en fait ici. Alors, d'autres petites anecdotes assez drôles, parce que, encore une fois, moi j'adore ça parce que c'est ce qui donne corps à l'événement. Des opportunités multiples, c'est aussi des médecins, 2 médecins locaux, et ça c'est en Coutère, c'est la source, c'est en Coutère 92, qui envoient des lettres pour dire est-ce qu'on pourrait pas avoir la Légion d'honneur parce qu'on a beaucoup aidé. Puis en fait, j'ai une mini-enquête, ce médecin il n'était pas là. Ils n'étaient pas là, ils n'ont rien fait. Mais voilà, c'est une opportunité d'une certaine manière. Et c'est cynique, mais c'est dans le monde réel, et peut-être que ça serait la même chose aujourd'hui, c'est une manière d'essayer de profiter d'un événement. Il y a d'autres opportunités. Par exemple, la campagne pour le Conseil général à l'été 1892 qui instrumentalise la catastrophe. Et on a une lettre anonyme qui est publiée dans un journal 15 jours après. Quel est donc faire chaque année l'établissement des bains, l'inutile Conseil général de Saint-Gervais, qui n'a même pas su examiner la situation menaçante? Est-ce que nous, les électeurs, nous allons encore une fois arracher cet avocat au bras de Madame Chicane pour l'envoyer au Conseil général? C'est un égoïste étranger qui soigne surtout ses intérêts personnels. Ça, c'est hyper intéressant pour le sociologue, le politiste, etc., de voir aussi à quel point une catastrophe s'est tirée d'une certaine manière. Finalement, ce gars-là, il gagne largement, parce qu'il s'était prononcé pour l'installation du train juste avant. Il gagne largement, mais bon, Cluse, Bonneville, etc., lui, c'est un notable des villes, et il est élu, on va dire, contre des candidats qui venaient un peu plus du Val-Montjoie ou de la plaine juste en dessous. On a un autre exemple, alors je ne vous ai pas mis les photos parce que c'est extrêmement désagréable à voir, mais par exemple, le chamoniard Joseph Terraz, qui fait partie d'une grande lignée de photographes chamoniards, qui obtient un emploi de photographe de cadavres. Il fait 26 photos, il reconnaît 77 cadavres, et puis lui, par contre, il gagne 253 francs sur l'opération. Donc voilà, peut-être qu'il faut les faire, hein, les photos. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas, qu'il n'a pas eu raison, qu'il faut lui pointer, etc. Mais le fait est que pour lui, finalement, il a peut-être plus gagné que perdu de la catastrophe. Ça, c'est un fait. Les photos, si jamais ça vous intéresse particulièrement, je ne saurais pas pourquoi, mais voilà, elles sont aux archives départementales de Haute-Savoie. Et communales. Elles sont communales aussi, oui, c'est vrai, sur les reproductions. Et bon, voilà, c'est ouvert à tous en France, les archives, comme vous le sentez. Et puis, il y a d'autres types d'opportunités qui sont un peu plus diluées, diffuses, mais voilà, il y a quand même des mondanités de secours où en fait, dans toute la France, on va voir ses amis nobles
et puis on s'habille bien, et puis à la fin, on donne quelques milliers de francs. Voilà, on fait des balles, on fait plein de choses. On a par exemple Charles Durier, qui est le vice-président du club alpin à l'époque, qui est quelqu'un d'assez connu, notamment dans l'histoire de la catastrophe, qui fait une tournée de conférences dans toutes les villes de France pour expliquer avec des images à l'appui, puis pendant 3 ans, il fait toutes les villes de France pendant 3 ans sous l'étiquette du CAF, ce que c'est la catastrophe, pourquoi c'est un drame, etc. Bon voilà, lui, c'est quelqu'un qui a gagné en bouteille quoi, dans les années qui suivent la catastrophe. Je ne dis pas que c'est mal ou pas, mais voilà, c'est encore une fois, de manière absolument neutre, il y a des formes d'opportunités qui existent vis-à-vis de ces événements-là. Alors, j'ai une deuxième partie qui va être beaucoup plus rapide, avec pas mal de photos aussi, mais là, je vous ai parlé de ce que c'est qu'une catastrophe au sens d'un événement, on va dire, allez, dans les jours qui suivent un choc aussi grand. Mais une catastrophe, et ça, c'est un peu cette phrase un peu lunaire, mais c'est ce que ça veut dire, c'est que, encore une fois, la coulée, c'est un événement. Ça veut dire que ça abolit tous les sens, tous les repères. On ne comprend plus rien, on est en choc. Mais si ça abolit les sens d'une certaine manière, on ne peut pas vivre sans sens, sans repères. Donc, et ça, c'est les politistes qui ont bien montré qu'après les catastrophes, il y a plein de groupes, via les médias, via des discours, via plein de choses, qui recréent des sens, mais pas des sens communs. C'est-à-dire qui recréent des discours et que certains discours correspondent plus à droite qu'à gauche. Aujourd'hui, voilà, quand on a un glacier qui tombe, le discours, c'est mince, les outils des glaciologues, ils ne sont pas assez performants pour qu'on puisse anticiper ça. On aurait pu avoir un autre discours qui aurait pu gagner, mais qui ne gagne jamais, qui est qu'est-ce qu'on fait encore en dessous des glaciers qui sont aussi instables. Et ça, c'est des questions, et peut-être pas qu'est-ce que nous on fait, mais repenser le fait que voilà, il y a des gens qui s'installent, etc. Ça, c'est le cas tout le temps. Après la catastrophe de Saint-Germain en 1992, il y a des gens qui disent c'est quand même un peu bizarre d'avoir mis les thermes juste à la sortie des gorges le Vallon. C'est un endroit où la lave, donc la lave, c'est la boue un peu visqueuse, prend de la vitesse, c'est une sorte de pression qui fait un geyser, et ça éclate tout. Bionnet, c'est à la sortie de la gorge de Bionnassé. Les thermes, c'est à la sortie de la gorge en dessous du pont du Diable. Et donc, du coup, il y a des gens qui disent pourquoi on le laisse là. Finalement, du coup, pendant 40 ans, on se dit on va quand même bouger les thermes. Donc là, aujourd'hui, il y a le centre de vacances avec une tour juste à l'entrée à gauche du parc thermal. À cette époque, jusqu'en 1934, on met les thermes de Saint-Gervais là-bas. Mais ça ne marche pas parce qu'il faut transporter sur 800 mètres l'eau minérale, qu'elle perd des vertus, que voilà, ça se plante financièrement, etc. En 1934, on se dit, bon allez, 40 ans de la catastrophe, on le remet. Et depuis 1934, les thermes sont à l'endroit où ils ont pété, explosé, et se sont fait littéralement exploser. Cette phrase-là, c'est quelque chose qui est hyper important parce que quand on entend les médias qui traitent d'une catastrophe, c'est jamais neutre en fait. Tout a un point de vue, tout est un point de vue et finalement, il y a plein de points de vue qui existent, mais c'est toujours un qui s'impose dans l'espace social. Et en tant que sociologue, en tant que politiste, on se demande aussi pourquoi c'est celui-là, pourquoi c'est pas un autre, comment ça se fait que tel discours s'est propagé. Et donc du coup, je vais aller très vite, mais en gros, très vite, on se dit « Oh, la nature, on n'aurait rien pu prévoir ». Roland Bonaparte, qui est donc la lignée de Napoléon, mais indirectement, en fait, deuxième branche, est le plus grand glaciologue français dans les années 1890. Donc c'est un rentier, évidemment, famille Bonaparte. Lui, il dit on n'aurait pas pu prévoir quand on marche dans la rue, si une brique nous tombe sur la tête. Il dit ça aux journalistes. Et on ne pouvait pas prévoir que la brique allait tomber. C'est pas faux. Mais du coup, on reporte à une sorte de fatalité. Très vite, en fait, on va se dire c'est toujours la nature qui fait ses trucs et tout, mais on peut la comprendre, on est des glaciologues, on va monter, on va faire des lois, etc. Et donc, du coup, la cause, elle est toujours externe. C'est pas de la faute de l'homme, jamais. On est là, et puis la nature a fait une sorte de caprice. Il y a une explication divine aussi. Il y a un prêtre, à peu près 100 km à vol d'oiseau, qui fait un prêche, qui fait un scandale énorme parce qu'il dit « Vous vivez comme des hérétiques, les Saint-Gervolins, bien fait de vous avoir pris un glacier sur la tronche. » Évidemment, ça crée le scandale parce que les Saint-Gervolins, ils disent « Bon, allez, pas top. » Mais pour dire que ça soit l'Église, que ça soit les médias ou que ce soit les glaciologues, finalement, même si le discours, la forme du discours est différente, tous sont d'accord pour dire c'est de la faute de la nature, c'est de la faute de la montagne. Nous, on est là, on n'y peut rien, on a placé notre village, on n'y peut rien. Donc très vite, on a des témoignages et des recherches de causes. Alors je vous ai mis un petit panel. La une mythique, elle est présente au terme, à l'entrée à droite, si vous allez dans l'établissement thermal encore aujourd'hui. Le Petit Parisien, 23 juillet, il me semble, donc 11 jours après la catastrophe, qui représente, tout le monde qui est allé à Bionnet sait que Bionnet ne ressemble pas à ça. Il n'y a pas des pentes comme ça, il n'y a pas des cailloux qui font 2 fois la taille de l'église,
il n'y a pas d'église, il y a une chapelle, il y a une femme qui est pleurée, qui demande de l'aide à un homme très viril. Bon, c'est une interprétation de la catastrophe. Le but, c'est de mettre en image. Mais ça, c'est l'idée qu'on en a très vite. Très vite, on a ça aussi. À Cocarde, bon, c'est un journal très nationaliste, patriote de l'époque, qui titre en même temps que de la politique étrangère « Les causes de la catastrophe de Saint-Gervais ». Ça, c'est un des plus gros journaux nationaux, qui titre première ligne, comme ça. Dans notre, ça, c'est la justice, ça, c'est le matin. Les deux, ils viennent du 16 juillet, donc 4 jours après. On a une liste des morts, dans le premier. Et ici, on a les cadavres retrouvés, l'enquête qui continue, les secours, on donne un peu tout. C'est des dépêches qui arrivent au compte-gouttes via des télégrammes, etc. Tout ça pour dire qu'en gros, c'est des images loufoques et un peu extrapolées. C'est une liste de morts et c'est des causes. Les causes, c'est quoi, évidemment? Des glaciologues qui disent « Oh, on a un trou sur Tête-Rousse ». Les causes, c'est Tête-Rousse. Il n'y a pas de cause. C'est pas parce qu'on a mis les termes au mauvais endroit. C'est pas parce que les thèmes étaient mal construits. C'est pas parce qu'il y avait trop de monde, parce qu'on a une politique commerciale agressive et qu'on n'aurait jamais dû avoir autant de monde parce que les hôteliers ils sont super au bourg là-haut. Non, les causes, c'est le glacier Tête-Rousse. Et ça, c'est hyper important et c'est peut-être le truc, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire, en fait, on met toujours, pourquoi la seule cause qu'on retient, c'est le glacier? Pourquoi les causes dans la société humaine, on ne les questionne jamais? Parce qu'il y a des gens qui les questionnent, mais au fur et à mesure des semaines, elles sont oubliées. C'est absolument pas l'explication, donc le sens, qui devient dominant au fur et à mesure des mois. Et avec cette cause de le glacier est le seul responsable, on en vient à quoi? La seule solution, on met des ingénieurs en haut et on vidange le glacier. On fait des travaux en haut, en bas, ça ne sert à rien, vu que la cause, c'est pas en bas. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu, on emmène des gens à 3200 en 98, 99 et jusqu'en 1904, dans les conditions de l'époque. Vu qu'aucun Français veut le faire, on ramène des Italiens. Et on va faire des gros travaux là-haut. Pour les personnes qui font un peu d'alpinisme ou qui sont déjà montées un petit peu, la cabane des Rognes, au-dessus du Nid d'Aigle, ça a été créé pour abriter du matériel et des gens qui travaillaient sur les travaux à Tête-Rousse en 1898. Le refuge de Tête-Rousse, il a été créé, dans mon souvenir, il a été créé, j'ai retrouvé une source qui dit qu'en 99, il vient d'être construit. Pas un refuge, une cabane qui est à peu près au même emplacement, pour le coup, de ce que j'ai vu sur les cartes, qui a été créée juste aussi à ce moment-là. Donc en fait, c'est une première... En fait, il y a aussi une mise en... On vient domestiquer la montagne pour des travaux, mais en fait, c'est les Rognes, jusqu'à il y a 2 ans, la cabane des Rognes a été utilisée par les alpinistes qui montaient le Mont Blanc. Ensuite, elle a été fermée parce que maintenant, on doit dormir, mais ça veut dire que, d'une certaine manière, le tourisme s'est greffé aussi sur des choses. Le petit sentier qui part du Mont Lachat et qui passe au-dessus des Ouches jusqu'à la cabane des Rognes, il y a un petit panneau rouge avec marqué matériel d'alpi et tout, pareil. Ça, c'est la trace avec les mulets qu'ils ont pris pour monter le matériel pour aller jusqu'en haut faire les travaux. Donc ça pour dire que la haute montagne, elle se domestique aussi via ces travaux d'ingénieurs et ensuite, ça sera pour les plaisirs récréatifs, le sport extrême, etc. Pour aller un peu plus vite, je me suis aussi intéressé pour dire, aujourd'hui, il y a une catastrophe qui fait 170 morts. On en parle, mais il y a tellement de nouvelles, tellement tout le temps, par tellement de canaux, qu'en fait, ça ne reste pas longtemps d'actualité. À l'époque, je me suis demandé ce que c'était en fait une catastrophe comme à Saint-Gervais. Et là, on a une réponse un peu. Je suis allé chercher les 15 plus gros. À l'époque, presse-papier, c'est voilà. Il y a certains qui atteignent quasiment le million de tirages pour une population qui est de 35 à 40 millions d'habitants. Ça, c'est les 15 plus gros journaux papier nationaux. Ça, c'est les jours qui suivent la catastrophe. Et chaque point noir, c'est une mention d'au moins quelques lignes de la catastrophe dans le journal. On voit quand même que dans les 2 semaines et même un peu dans le mois qui suit, tous les journaux nationaux traitent abondamment de la catastrophe de Saint-Gervais. C'est quelque chose qui reste. Un autre document qui m'a amusé, c'est une compilation longue, mais ça donne quelque chose à la fin, c'est que ça, c'est la presse locale, pour le coup, pas nationale. Ça, c'est des mentions, moins de 5 mentions, et ça, c'est plus de 5 mentions dans le mois qui suit. Donc, tous ces petits patelins-là, il y a des trucs de la presse de Bar-sur-Aube, etc., ils mentionnent la catastrophe de Saint-Gervais. Parfois, plus de 5 fois. Pour tous ces points-là, plus de 5 fois dans le mois. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose. On parle du bazar de la Charité, de la première grosse catastrophe du métro parisien en 1900, je ne sais plus si c'est 2, 3 ou 4, mais il y a des grosses catastrophes qui font fourmi, la catastrophe minière. Saint-Gervais, c'est un truc, voilà, ça reste dans l'actualité pendant un mois. J'ai retrouvé dans des mentions à New York, à Paris, évidemment dans les journaux suisses, mais là, à foison. C'est quelque chose d'extrêmement important, en fait, qui conditionne beaucoup de choses. Et ça, tous ces graphiques, j'ai mis beaucoup de temps à faire, mais ce n'est pas pour ça que je les ai mis.
Je les ai mis parce que ça montre quand même quelque chose. Ça montre que ça a été diffusé énormément. Enfin, j'ai deux petits points. Il y a une explication savante qui est diffusée, et en même temps, il y a une reconstruction qui est rapide en fait, des infrastructures. Ce qu'on veut, c'est allez, on passe à autre chose. Et pour ça, j'ai deux exemples. La première, c'est une polémique qui, allez, à peu près 1 an après la catastrophe. André Delbecq, c'est un ingénieur qui est au Point Chaussée, qui est basé à Thonon, mais qui est appelé pour aider les forestiers à comprendre ce qui s'est passé là-haut. Ah, tête rousse, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a une lave, ça a dû être une poche d'eau. Dès 10 jours après, on sait que c'est une poche d'eau, en fait. Très, très rapidement. Et lui, il va à l'Académie des sciences avec Duparc, qui est un savant suisse. Et ils font toute une communication pour expliquer ce qui s'est passé en physique du globe, pour expliquer encore une fois ce qui s'est passé d'un point de vue physique à Saint-Gervais. Et à la fin, voilà, ça c'est toute une communication. Et à la fin, ils disent, de toute façon, la vallée de Montjoie nous paraît être exposée dans un avenir peut-être très prochain. Aucun travail préventif ne nous semble possible. Une surveillance assidue et au besoin une évacuation de la vallée sont les seuls remèdes. Il s'est fait défoncer. Alors, par beaucoup de gens, on retrouve des lettres de menaces. Il y a des journaux locaux qui disent le maire qui fait un discours énorme, le maire de Saint-Gervais-de-l'Effort qui fait un discours énorme pour dire « Mais non, chez nous, c'est hyper safe. Venez, c'est safe. » 1 an après, 200 morts, etc. Il faut avoir... Voilà, c'est quand même avoir ce niveau de certitude sur le fait que sa vallée est hyper safe, entre guillemets. Enfin, il faut y aller. Et Delbecq, en fait, j'ai retrouvé une notice nécrologique où un de ses meilleurs potes dit il s'en est jamais remis, en fait. Lui, il a fait son taf, il est allé à l'Académie des sciences, ça va être le plus beau jour de sa vie, parce que c'est un fonctionnaire des Ponts et Chaussées qui va à l'Académie des sciences, et il s'est fait dérouiller ensuite, forcément, voilà. Mais ça veut dire énormément de choses. En tant que sociologue, en tant que politiste, ça veut dire énormément de choses, parce que dire potentiellement l'évacuation de la vallée ou travailler sur pourquoi les humains sont en dessous, si on ne peut rien faire au-dessus, peut-être qu'il faut faire quelque chose en dessous. Mais en dessous, on perd tout. Mais on perd tout, on perd l'économie, du tourisme qui augmente de dingue. Et ça ne va pas du tout. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une campagne de pub énorme sur dire, bon, allez, une petite dame avec le truc, Saint-Gervais-les-Bains, et voilà. Ça, c'est 1895. Les thermes sont ouverts en 94, 2 ans après. 2 ans après, un complexe tout neuf, donc à 1 km en aval, là où aujourd'hui il y a le centre de vacances, donc quasiment à la grille du parc thermal. Et on fait un tout nouveau truc pour dire, mais regardez, c'est trop bien, c'est trop bien. Au début, ça marche, c'est flambant neuf. La compagnie qui est cotée en bourse met énormément de fric. Et finalement, ça ne marche pas pour au bout de quelques années. Par contre, à Bionnet, encore en Coutère 92, c'est les habitants qui refont les voiries eux-mêmes. Voilà, il n'y a pas de secours et il n'y a pas forcément non plus énormément de travaux publics. Et alors évidemment, il y a un contingent de l'armée qui vient, qui fait des choses. Je n'ai pas trop compris quoi exactement pendant combien de temps, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont faites. La mairie de Saint-Gervais qui fait des délibérations pour dire, bon bah là, tous les champs qu'on avait donnés au niveau de Domancy actuel, bah, ils ne servent plus à rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les baux qui nous liaient aux paysans du coin. Et puis, on va attendre un peu. Et le limon, ça fera de la super terre, mais dans 4 ans. Et en attendant, on va replanter, on va reborner et on va redire ça, c'est à qui, ça, c'est à quoi. Mais donc, il y a toute une réorganisation aussi du paysage agricole, à certains endroits, pas partout, hein, mais qui veut dire quelque chose. J'ai 2 petits points, puisque quasiment à 1 heure. 2 petits points, c'est que ce sujet, encore une fois, il est monopolisé par les ingénieurs. Bon, je l'ai déjà dit, je l'ai redit. Ils vont mettre des travaux en altitude, je vais le remontrer. Mais un dernier point qui, moi, m'a fasciné, c'est qu'en fait, on n'y pense pas assez, mais la glaciologie, aujourd'hui, c'est une science. Bon, c'est légitime, tout le monde sait, la glaciologie, c'est une science. En 1890, ça n'existe pas. Ça existe, et depuis 60-70 ans, il y a des théories sur l'avancement des glaciers et tout, mais ce n'est pas une science avec des institutions. En fait, la catastrophe, ça, c'est ma théorie. Plus qu'une théorie, en fait, c'est mon idée que j'ai assez étayée, bon, qu'on peut contredire, mais voilà. C'est que la catastrophe de Saint-Gervais, elle joue énormément dans l'essor de la science glaciologique à l'échelle, en fait, européenne, mais à l'époque, l'Europe, pour ce qui est des sciences, des élites intellectuelles, c'est quand même beaucoup. Et donc, du coup, par exemple, on a 8 ans après, le pavillon du CAF, donc le club alpin français, à l'Expo universelle de 1900 à Paris. Et au CAF, on a le premier congrès, on a un congrès annuel de glaciologie depuis 1894, donc 2 ans après la première revue annuelle de glaciologie à se crée. Et on a des discours comme par exemple, bon, je vais vous lire un bout, mais donc, Monsieur Cus, inspecteur des forêts au ministère, se lève et déclare que depuis la catastrophe de Saint-Gervais, le gouvernement français était tout disposé à s'intéresser à l'étude des glaciers et à prêter son personnel de forestiers dans les départements. Cette proposition a été accueillie avec intérêt, etc.
Il appartient maintenant au cercle intéressé à ces recherches de faire le nécessaire. Il conviendrait tout d'abord de fonder en France une commission nationale des glaciers. Et donc là, on a la preuve que c'est la conséquence directe de la catastrophe. Aujourd'hui, on a des plans, par exemple, on a le plan de prévention des risques d'origine glaciaire. C'est quand même la conséquence directe de la crise de Saint-Gervais en 2010, des bossons de Tacona, de Rochemelon en 2004. Enfin, il y a quand même 5-6 points chauds en France depuis 15-20 ans sur les glaciers. Ça, c'est la conséquence directe. Là, à l'époque, en France, la glaciologie, elle naît quand même dans la suite de ça. En Italie, c'est 92. À l'échelle mondiale, 94. Les Suisses avaient déjà un petit peu, mais on fait quand même plein de trucs assez nouveaux. Et là, j'espère vous convaincre à fond avec ça, parce que c'est hyper scientifique, c'est un graphique et tout. RetroNews, c'est le site de presse de la BNF, donc la Bibliothèque nationale française. Toute la presse qui a plus ou moins existé et qui a pu être numérisée à temps, et il y a tout. Et tout est... On peut faire une recherche lexicographique, donc chercher un terme et regarder toutes les occurrences de ce terme dans toute la presse en fonction de quand, etc. Quoi. Quand on met glaciologie et glaciologue, il n'y a rien jusqu'à 1895. 1900-1915, un pic énorme. Après, il y a la guerre, il y a plein de choses, il n'y a plus d'argent, etc. Mais ça, pour moi, ça prouve assez bien qu'on a un essor fulgurant de la glaciologie en tant que science dans les années qui suivent. Et tout n'est pas dû à la catastrophe de Saint-Gervais, mais ça, c'est quand même... Et ça, c'est un truc qui me plaît aussi, c'est plus de l'histoire des idées, de l'histoire des sciences, mais de dire, voilà, un événement local, c'est ici, c'est dans notre vallée, c'est juste au-dessus de nos têtes, là, actuellement. Et ben, ça a joué sur ce que devient une science à l'échelle mondiale. Et on ne pourra pas jamais objectiver de comment ça a joué exactement, mais ça a un impact. Et ça, c'est hyper important à dire parce que finalement, aujourd'hui, on prend toujours les sciences comme acquises. Nous, maintenant, en tant que sociologues et historiens, on a, je ne sais pas si c'est un jeu et tout, mais à faire un peu de l'histoire et de la sociologie des autres sciences. Donc moi, une partie de mon travail l'année dernière, ça a été aussi faire de l'histoire et de la sociologie de la glaciologie. Bon, avec les résultats que ça peut donner, qui sont critiques et tout, mais voilà, pour montrer ce genre de choses, et c'est intéressant à mon avis, et on a une réalisation de travaux à 3200 mètres d'altitude, mais le point phare un peu de ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait une transition progressive d'une catastrophe sociale, puisqu'au début, on compte les morts, on parle de la position des gens, qui ils sont, combien ils sont morts, qu'est-ce qu'ils avaient, etc. On passe de ça qui est couvert par une presse quotidienne généraliste. En quelques années, il y a un problème technique, seulement pour les ingénieurs. Et du coup, on arrive à avoir ça, le génie civil, une revue de génie civil, d'un numéro de novembre, le 12 novembre 1904, qui fait sa une nationale et tout, en fait, une bonne partie de sa revue sur Tête Rousse, sur les travaux, avec à peu près l'image qui a été prise par les forestiers que j'ai mis en début. Et hop, une belle photo en page 22 des forestiers qui posent, évidemment, ils ont 20 secondes, donc face caméra. Ils ont fait un trou, ils ont fait une galerie en fait à l'époque, l'éperon droit, quand on monte sur le glacier, l'éperon droit, on se dit c'est la meilleure solution, on va percer, faire une galerie de 120 mètres il me semble, par là, et du coup si on chope le milieu du glacier, vu qu'on savait que la poche d'eau se reformait et que voilà, il s'était quand même passé quelque chose de grave avant, si on arrive à choper le milieu du glacier, l'eau elle va s'écouler artificiellement par la galerie, redescendre sur le glacier Bionacé qui est à droite mais qui est moins instable, qui est au sud à droite quand on regarde le glacier, et donc là il y a une réussite. Objectivement c'est une réussite. L'eau s'écoule, tout le monde est content, etc. On apprendra en 2008 qu'en fait la galerie elle arrive au milieu du glacier et pas en bas, donc elle sert pas bien, presque à rien. Mais à l'époque c'est une réussite, et pendant 100 ans, 104 du coup, on a des fonctionnaires qui certifient sur leur honneur que jamais le glacier Tête Rousse ne posera problème puisqu'il y a une super galerie qui est entretenue tous les 2 ans. Ça fait poser aussi une question. Pourquoi tant de certitude ? Et ça, c'est aussi peut-être se réfléchir, je sais pas, en tant que fonctionnaire, en tant que forestier, en tant que, je sais pas, quelle humilité on a face à ce qu'on sait et aussi, du coup, ce qu'on ne sait pas. Et là, du coup, on était sûr que c'était la solution miracle. Finalement, bon, ils ne savaient pas qu'il allait y avoir des radars. Radars, résonance magnétique des protons, etc. Je vous passe les détails. On se rend compte qu'en fait, le glacier est 2 fois plus profond que, voilà. Donc, eux, ils étaient très contents, mais finalement, ça a failli péter plein de fois au XXe siècle et on ne l'a jamais su. Un dernier truc quand même, c'est que 2 ouvriers italiens décèdent sur les travaux à 3200 mètres d'altitude. On les fait pendant 5 ans dans des campagnes à 3200 à l'époque. Il n'y avait pas forcément des températures positives comme maintenant. Et les conditions pour se cacher du vent, etc., les équipements, les conditions de travail, c'est pas pareil. Il y en a un qui faisait des galeries à la dynamite, il y en a un qui saute avec la dynamite. Il y en a un autre qui a un problème un peu différent. Mais voilà, ça, je l'ai trouvé au fin fond d'une étude glaciologique de 1922.
jamais personne nous dira, en fait, il y a peut-être 2 morts supplémentaires qu'on n'a jamais mis dans la liste de la catastrophe. C'est 2 Italiens immigrés qui étaient tellement pauvres qu'ils ont dû accepter ce travail hyper ingrat. Et en fait, c'est la conséquence de nous qui les avons mis en haut parce qu'on voulait faire une galerie. Ces personnes-là décèdent. L'histoire sociale de la catastrophe, elle est là, elle s'étend, ça c'est 1904, donc 12 ans après. Ça, c'est un peu tout, pêle-mêle, c'est hyper dense, je suis désolé, j'ai mis beaucoup de choses, mais je me suis dit que c'était important aussi de parler qui étaient des personnes qui sont mortes, comment, pourquoi, quelle logique sociale, et ensuite quel discours on a, jusqu'à l'essor d'une glaciologie et de travaux techniques. Ça peut paraître loufoque, mais en fait, c'est très lié à ce que c'est une catastrophe, et j'ai la prétention que beaucoup d'entre vous, je pense que beaucoup d'entre vous n'avaient jamais entendu ces éléments par rapport à cet événement. Tout le monde connaissait cet événement, mais alors jamais pas ces événements, enfin pas tous ces éléments-là, notamment parce qu'il y a des sources inédites. Encore merci à la mairie pour avoir fait ce travail de compilation des données en 2022. Les archives départementales de Haute-Savoie n'avaient jamais été utilisées pour parler de la catastrophe, alors que c'est peut-être le centre. En France, toutes les archives, on les met à l'échelle départementale majoritairement. Il y en a à la communale, mais beaucoup. Je suis allé à Pierrefitte, je suis allé et beaucoup de la presse numérisée. Ça fait tout ça. Et ça permet de raconter différemment une catastrophe. Et du coup, peut-être que maintenant, quand vous en entendrez parler, à la fois historiquement sur celle-là, mais aussi sur tous les enjeux modernes et des autres catastrophes. Blatten en Suisse, c'était il y a quelques semaines. On pourra se dire, cette réponse-là n'est pas évidente. Il y a peut-être d'autres voies. Qui sont les personnes qui sont décédées? Pourquoi? Voilà, réfléchir en sociologue. Pour les acharnés des cartons d'archives, je mets les cotes. Donc les cartons, c'est ça, et là-dedans, il y a des centaines de pages. Et chaque ligne, c'est une cote d'un carton, dont j'ai écumé toutes les pages pour produire ça en 1 heure. Et donc, du coup, ça représente aussi que c'est le travail d'historien. C'est pas toujours fun. Mais c'est chouette et si jamais vous voulez plus, on peut retrouver les codes, surtout celles des archives de Singer, en fait, elles sont accessibles sur demande. Voilà. Donc si vous avez des questions de tout ordre, combien d'années de travail pour une étude pareille, 40 heures par semaine pendant 6 mois, avec des vacances, pour la partie historique, et à peu près 6 mois pour la partie sociologique que j'ai pas du tout présentée aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Une année entière à faire 100% ça, en gros, sur le traitement, et du coup à aller entre Annecy, Saint-Gervais, Paris, beaucoup en ligne, parce que maintenant la recherche historienne c'est aussi beaucoup en ligne. C'est numérisé, alors moi je ne suis pas forcément pour toute la numérisation de tout, mais alors là c'est quand même grandiose. Et donc voilà, c'est à peu près cette quantité de travail et un paquet d'heures. Et encore une fois, si on compte les heures des archivistes, des gens qui m'ont donné des conseils, pour compiler le premier tableau Excel avec tous les noms, avec le lieu de naissance probable de la personne qui habitait à Apt, dans le sud, mais qui est morte ici à Saint-Ger le 12 juillet, on peut doubler ou tripler le nombre d'heures. Donc finalement, ça, c'est pas que mes heures de travail. Et voilà, donc c'est encore plus. Est-ce que vous faites souvent cette conférence? C'est la première fois que je fais de la conférence uniquement sur l'histoire. Je l'ai faite un peu aux archives, comme j'ai pas dit, je fais un gras. Les archives départementales de Haute-Savoie m'ont financé, parce que c'est une recherche pas gratuite, mais bénévole en fait, pendant des études. Donc j'ai pas touché d'argent pour tout ça. J'ai eu une petite bourse des archives départementales de Haute-Savoie qui m'ont demandé une restitution que je suis allé la faire en juin, évidemment, mais j'avais déjà présenté sur 20 minutes. Et sur seulement l'histoire pendant 1 heure, c'est la première fois, parce que je savais aussi que finalement, ça pourrait intéresser les gens, mais celle-là, je la fais à Megève ou à Valorcine. C'est peut-être un peu moins prenant déjà, parce que tout le monde sait que Tête-Rousse, aujourd'hui, a des poches d'eau. Par contre, la catastrophe de 1892, en fait, la mémoire, elle est quand même circonscrite sur le Val-Montjoie, Salanches, Chède, peut-être. Il y a des gens à Cham qui connaissent ça, mais vraiment de nom, quoi. Donc, par contre, j'ai fait un paquet de fois une conférence plus généraliste sur qu'est-ce que les sciences sociales, en tant que sociologue, anthropologue, historien aussi, qu'est-ce que les sciences sociales peuvent dire de la fonte des glaciers. Encore une fois, dire ce que les glaciologues font, c'est énorme, et moi, je suis devenu assez pote avec certains qui font un travail de dingue, mais c'est pas suffisant. C'est absolument nécessaire, mais ce sera jamais suffisant, parce que si on prend jamais en considération les facteurs humains, on retombera toujours sur la logique de catastrophe naturelle. Et moi, c'est mon cheval de bataille, elles ne le sont jamais. Y a-t-il une cartographie de la poche d'eau du glacier de Tête-Rousse? Elle change, elle est dans les rapports des glaciologues qui ne sont pas publics. Et en fait, c'est des mesures radar
Donc vous allez avoir une sorte de pyramide inversée qui, en fait, le glacier de Tête-Rousse, il est plat en haut, mais il fait 77 mètres de profondeur dans 2 éperons rocheux comme ça. Donc on a une pyramide inversée et la poche, c'est une poche d'eau, plusieurs piscines olympiques voilà, de volume, qui est dans cette... Donc en fait, on pourrait avoir une carte, mais elle ne servirait pas à grand-chose, je pense, si ce n'est à faire les forages aux bons endroits. Et du coup, les ingénieurs glaciologues ont les données. Moi, je ne l'ai pas et d'une certaine manière, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Qu'en est-il de la présence d'un coffre-fort dans les décombres de la catastrophe? Peut être probablement vrai. On a assez d'éléments, assez de sources travaillées, croisées, qui nous permettent de dire ça. Mais en fait, penser le monde de manière rationnelle, c'est énervant. Et c'est insatisfaisant. Et du coup, une forme d'irrationalité est hyper importante. Et en fait, comme j'ai dit, par exemple, ce monsieur de Bionacé qui me dit « on dit qu'une jeune fille, etc. » Lui, il a cet élément, moi j'en ai un autre, et finalement c'est vrai, ça se croise, mais lui, il vivait très bien avec seulement cette partie de l'histoire. Moi, je vivais avec l'autre, et voilà. Et maintenant qu'on a croisé, c'est chouette, et on va peut-être écrire un truc dessus. Mais il y a une autre légende, par exemple. Pourquoi? Ce qui est drôle, c'est que finalement, jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de mention explicite de la catastrophe dans Saint-Gervais. Et quelques années après, on a créé un cerf en bronze dans le parc thermal. Aujourd'hui, que ce soit Maintenant, en fait, la mairie l'a mis sur plusieurs supports, et moi, je l'ai retrouvé ailleurs. On considère que, en fait, il y avait une légende qui dit que la faune du vallon a senti la coulée venir et aurait fui. Et donc, en gros, les animaux auraient été sensibles là où nous, on ne l'a pas été. Tout le monde parle de ça, et moi, du coup, je me dis pourquoi on ne pense pas plus à la question qui est évidente de comment ça se fait qu'on est autant insensible. Pourquoi toute la faune sait ressentir ça? Et pourquoi nous, on a oublié, on s'est déconnecté de cette forme de sensibilité et tout. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas. Mais ça ne l'est pas, mais c'est intéressant. C'est une légende. Et cette statue, pendant très 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 longtemps, avec les gros blocs, évidemment. Et ça, c'est un autre constat en fait, du travail. Et c'est à la croisée de la sociologie et de l'histoire, c'est la question de la mémoire. En fait, la mémoire, elle a été travaillée pendant longtemps pour que la catastrophe soit connue des gens qui devaient la connaître, c'est-à-dire les locaux. Mais voilà, le vallon des Thermes, l'activité doit reprendre. Elle doit accueillir des touristes. Et donc, du coup, on ne peut pas mettre partout « Attention, il y a eu 200 morts il y a super longtemps. » Parce que franchement, en tant que touriste, on vient de l'autre bout de France, on vient là pour des vacances, pour déconnecter et tout, on n'y va pas. Sauf qu'en fait, ça fait vivre beaucoup de gens, ces termes. Donc, et du coup, c'est comme constat, la mémoire, elle n'est jamais, encore une fois, neutre, c'est un travail. La mémoire, pendant longtemps, on s'est dit, par exemple, je ne sais pas, un exemple très bête, on n'a pas pensé aux soldats coloniaux pendant la Première Guerre mondiale. Les tirailleurs sénégalais, aujourd'hui, il y a une mémoire qui émerge depuis 15 ans. Pendant 100 ans, on n'a pas du tout parlé des Sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, ça émerge parce que c'est des questions qui reviennent dans l'actualité. Pris sur l'événement historique de la catastrophe de Saint-Gervais, la mémoire, elle est travaillée pour d'autres raisons, sur d'autres choses, mais il y a d'autres choses qui émergent. Depuis 2022, il y a la liste donc, des 129 victimes connues, largement incomplète, mais qui est déjà grandiose parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres sources. Donc on n'aurait pas pu mettre plus. Encore une fois, moi je considère qu'il y a au moins 200 personnes qui sont décédées, mais c'est une estimation qui vaut ce qu'elle vaut. Le fait est que personne n'a plus travaillé sur cet événement. Du coup, moi j'aimerais qu'on me donne des éléments qui permettent de donner autre chose comme estimation. On verra si quelqu'un a envie de passer autant de temps. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de dire on ne sait jamais tout, c'est bien, mais il ne faut pas prendre les données. Voilà, l'histoire, la mémoire, c'est toujours travailler. C'est jamais une certitude absolue. Et c'est très différent de l'histoire. Parce que la mémoire, c'est réactualisé. Donc l'histoire, c'est ce qui s'est passé le 12 juillet 92. La mémoire, c'est ce qu'aujourd'hui, le 15 juillet 2025, on pense de ce qui s'est passé le 12 juillet 92. Et en fait, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a des nouvelles données. Et on sait qu'aujourd'hui, on est plus safe en dessous de Tête-Rousse qu'il l'était à l'époque. Dieu soit loué. Mais ça, évidemment, c'est absolument pas quelque chose qu'on pouvait... Enfin, donc c'est la différence entre l'histoire et la mémoire. C'est encore un autre pan de mon travail, peut-être un mois sur les 12, que je n'ai pas mentionné ici parce que du coup, là, je voulais être historien et pas sociologue de la mémoire. Et ça aurait été, moi, j'ai pas envie de faire un truc trop dense et soporifique. J'espère que ça ne l'a pas été, mais voilà. Il y a, en tout cas, sur ces questions-là, c'est hyper intéressant et il y a beaucoup de choses à en dire aussi. Donc voilà. Quelle est l'emprise de la coulée de boue dans la vallée de l'Arve? Alors, en ingénieur, on appelle ça carte d'emprise. C'est à peu près la limite de là où la boue est arrivée. L'usine de Chède, aujourd'hui,
faut imaginer qu'il n'y a pas la route, il n'y a pas les rails, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a rien. C'est quasiment, vous avez vu sur la plaine, là, tout début, là, ça. Voilà, il n'y a rien. Donc la boue, ça va super loin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a eu qu'un mètre de boue partout. Si ça avait... Aujourd'hui, on a des rapports d'ingénieurs qui disent « Attention, il y a la voie ferrée et l'autoroute. » Donc s'il y a la même quantité de boue, elle sera bloquée au nord par l'autoroute et la voie rapide, et l'autoroute et la voie ferrée. Et donc du coup, la boue sera conduite vers Sallanches. Et Sallanches n'a pas été touchée à l'époque. Y a-t-il eu des morts à la Palue? À la Palue, je ne suis pas sûr parce qu'en fait, par contre, j'ai retrouvé des gens qui aujourd'hui habitent à la Palue et me disent quand je creuse dans mon terrain, j'ai 80 cm de super bonne terre et après j'ai des gravillons. Parce qu'à l'époque, l'arve à l'époque n'était pas endiguée. Et donc du coup, de temps en temps sur les crues, forcément, il y avait des alluvions de crues, donc des cailloux. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de crue. Enfin, aujourd'hui, on est endigué. Donc si ça a une crue sur le haut. Avant, ça s'élargissait. Et donc du coup, des gens qui habitent aujourd'hui, voilà, à la Palue, etc., peuvent trouver 80 cm de bonne terre. Et bien ça, en fait, c'est la boue de 92. Le fait est qu'il y a des gens qui ont retrouvé des bouteilles de l'époque, dans les années 40, 50, 60, voilà, des choses, à Domancy, etc. J'ai trouvé plein d'anciens qui me racontent des histoires de jeunesse. C'était ça aussi, c'était fouiller la terre en espérant un trésor. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un coffre-fort avec des lingots et des broches Louis XV de bijoutier tourangeau. Je sais pas. Mais voilà.